Michel Taubman, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Alors, nous allons avec vous parler d'un événement qui s'est produit hier, ou avant-hier plus exactement, avec la décision, en fait, l'entrée en vigueur des sanctions américaines contre l'Iran. Nous parlerons peut-être, avec votre permission aussi, peut-être aussi des premiers résultats qui tombent actuellement à propos des résultats des élections du mid-term. Mais pour l'instant, oui. nous parlerons avec vous de ce qui est votre expertise particulière, l'Iran. Quels sont et quels vont être les effets de ces sanctions économiques américaines contre l'Iran au-delà de ce qui s'est passé au cours des derniers mois, on va dire, depuis l'annulation par Donald Trump de l'accord de Vienne? Mais écoutez, là, on franchit un cap qui n'est pas simplement quantitatif dans les sanctions, mais qui est aussi qualitatif. Les sanctions sur l'exportation de pétrole vont aggraver la situation économique iranienne, car le pétrole, c'est le cœur de l'économie iranienne. Hein. Je rappelle que l'Iran est le 3e pays exportateur de pétrole, et que le pétrole, c'est environ la moitié des ressources de l'Iran. Donc là, on franchit un cap, et l'économie iranienne, qui allait mal avant les premières sanctions américaines, car l'économie iranienne allait mal avant. L'accord de 2015 n'a pas permis de rétablir, n'a pas donné un vrai élan, même s'il a un peu amélioré la situation. L'économie iranienne allait mal, et là, elle va aller beaucoup plus mal. Donc maintenant, le problème, il est politique. C'est ça. Il est que quelle va être la réaction du régime. C'est-à-dire que ce régime iranien ne peut pas en permanence prendre des coups et ne pas réagir. Alors, où va-t-il réagir? Alors pour l'instant, il semble continuer à vouloir faire des gros bras, même si il semble, et dites-moi si je me trompe, qu'il y a peut-être certaines déclarations de dirigeants iraniens plus conciliantes vers peut-être une modification de l'accord de Vienne, un arrangement de l'accord de Vienne, un réajustement. Écoutez, les Iraniens, ils sont les islamistes iraniens, puisque ceux qui dirigent, ce sont les gens issus de la révolution de 1979. Ces gens-là, ils sont à la fois très dogmatiques et très pragmatiques. Oui. Alors, ils sont capables de grandes déclarations, mort à l'Amérique, mort à Israël, on ne cédera pas, on va brûler Israël, on va brûler l'Amérique et tout. Et en même temps, ils sont capables de pragmatisme quand leur pouvoir est en jeu. Souvenons-nous, nous sommes parmi les plus âgés peut-être des auditeurs, vous et moi, Daniel, mais 1988, l'ayatollah Khomeini, après 8 ans de guerre avec l'Irak, il avait toujours dit nous ne céderons pas, nous battrons jusqu'à la dernière goutte de sang. Et puis finalement, Rafsanjani, celui qui a devenu président de la République iranienne, l'a convaincu de faire une concession et de faire un cessez-le-feu avec l'ennemi, le pire ennemi de l'Iran, c'est-à-dire Saddam Hussein. Et l'ayatollah Khomeini, qui avait pendant 8 ans dit jamais on ne cédera, jamais on arrêtera la guerre et tout, du jour au lendemain, il a dit je boirai le poison jusqu'à la dernière goutte. Et donc, ils sont capables, quand leur pouvoir est en jeu, de céder. Mais ça veut dire, à un moment donné, un retournement spectaculaire qu'on habillera idéologiquement, on dira c'est une grande victoire, nous avons réussi à obtenir un accord qui est encore plus intéressant, ils raconteront peut-être n'importe quoi, mais la question est qu'aujourd'hui, ça ne fait pas l'unanimité au sein du pouvoir islamique iranien, que le guide suprême Khamenei est en bout de course, il a près de 80 ans, il est malade, et que le pouvoir est très divisé entre les pragmatiques, disons qu'on pourrait qualifier de pragmatique, je dis pas réformateur, mais pragmatique autour de Rouhani, autour du ministre des Affaires étrangères, c'est-à-dire ceux qui ont négocié l'accord de 2015, et puis les gardiens de la Révolution qui sont engagés dans une aventure militaire aux portes d'Israël, puisque les gardiens de la Révolution sont les agents de l'expansionnisme iranien, et eux, leur intérêt, ce n'est pas de céder. Et un accord aujourd'hui, ce ne serait pas un accord seulement sur le nucléaire, c'est forcément un accord qui obligerait la République islamique à se retirer de Syrie. C'est ça, parce qu'il y a un lien, bien entendu, entre ces deux dossiers iraniens, entre le dossier du nucléaire d'un côté et le dossier de l'expansionnisme de l'autre. Il y a un lien, c'est-à-dire il est clair que le renforcement des sanctions pourrait obliger les Iraniens à réviser cette politique expansionniste. La question, c'est de savoir qu'est-ce qu'il veut Trump au fond, et quel est finalement le vrai problème, le problème le plus imminent à court terme. Ce n'est pas la bombe atomique iranienne, car l'accord de 2015 a gelé ce processus, et pour l'instant, ce processus est gelé.
C'est-à-dire qu'il faudrait un an et demi avant de pouvoir fabriquer une bombe atomique. Donc le problème imminent, et je ne suis pas sûr que les Iraniens en aient ni la volonté ni les moyens, le problème imminent aujourd'hui, à court terme, et c'est là qu'il y a un danger d'affrontement, c'est aux portes d'Israël, c'est la présence iranienne en Syrie, c'est aussi la guerre au Yémen, c'est cet expansionnisme iranien qui fait que depuis 5 ans, 6 ans, à l'abri de cet accord sur le nucléaire, la République islamique est devenue une grande puissance au Moyen-Orient et qu'aujourd'hui on a un axe chiite qui va de Téhéran à Beyrouth, en passant par Damas et Bagdad, et qui en fait une grande puissance. Et c'est ça le fond du problème. Je pense que c'est ça le fond du problème, évidemment, qui va de pair avec l'arme atomique, puisque l'arme atomique, c'est un symbole de la puissance. Hein, mais là où il y a, on n'est pas à la veille d'une guerre atomique. Par contre, on est peut-être à la veille d'incidents graves entre les gardiens de la révolution qui sont en Syrie et l'armée israélienne, ou le Hezbollah et Israël qui pourraient dégénérer. Et puis l'autre point de friction, je reviens au début de notre discussion, c'est dans le Golfe, c'est que là, ces sanctions contre les exportations de pétrole touchent au cœur la machine économique iranienne, et donc la machine politique, parce que les gens déjà vivent mal en Iran, ils sont mécontents du régime, et donc les Iraniens pourraient riposter en bloquant le détroit d'Ormuz, c'est-à-dire en disant si nous ne pouvons plus exporter notre pétrole, les pays du Golfe, les pays arabes du Golfe, le Koweït, l'Arabie Saoudite, etc., n'en profiteront pas. Et donc on a plusieurs matières inflammables dans la région qui peuvent exploser. Alors, vous parliez de la population iranienne. Est-ce qu'il y a une chance quelconque que les sanctions aidant, bien cette population parvienne à renverser le pouvoir? C'est totalement utopique dans la conjoncture actuelle. C'est très compliqué. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Que les gens, alors là, je crois, d'après tous les experts et d'après aussi le travail que je fais moi-même en ce moment, puisque je prépare un livre sur la question, disons que 70%, 75% des Iraniens sont hostiles au régime. La grande contradiction d'ailleurs du Moyen-Orient, c'est que les pays dont les directions sont les plus proches de l'Occident, les plus proches des États-Unis, les plus proches d'Israël, je parle des pays arabes, sont ceux où les populations sont les plus hostiles au mode de vie occidental. Le pays dont la direction est la plus hostile à Israël, aux États-Unis et au monde occidental en général, l'Iran, c'est le pays dont la population est la plus proche du mode de vie occidental et aspire le plus à la liberté, à la démocratie, au rapprochement. Le problème, c'est, on fait souvent la comparaison avec 1978-1979, la révolution contre le Shah. La révolution contre le Shah, il y avait une structure, il y avait une organisation, c'est-à-dire il y avait l'islam, il y avait les mosquées pour organiser l'opposition. En Iran, à part Facebook, il n'y a pas d'opposition. C'est-à-dire que vous n'entendez pas parler d'un syndicat avec un Waléza comme on avait en Pologne, ou avec, vous voyez ce que je veux dire, on n'a pas, aujourd'hui, il n'y a pas de parti d'opposition. Toute l'opposition a été éradiquée. Toutes les oppositions ont été éradiquées les unes après les autres depuis 40 ans. Je veux rappeler que 5 à 6 millions d'Iraniens vivent en exil aujourd'hui et que à chaque fois qu'il y a des gens qui s'opposent au régime, et la dernière fois c'était en 2009, on les a soit tués, soit mis en prison, soit poussés dehors, et surtout poussés dehors. Donc on a potentiellement, si demain il y avait des élections libres en Iran, les mollahs seraient balayés. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'élections libres. Et donc, on est dans quelque chose qui est assez dangereux. C'est que les Iraniens, la population iranienne, dans sa majorité, bon, elle souffre des sanctions. Elle n'y est pas forcément hostile. Hein, elle est hostile aux conséquences, mais elle n'y est pas hostile si ces sanctions permettent d'abattre le régime, mais en même temps, il manque aux Iraniens le levier, le moyen, l'épée, vous voyez ce que je veux dire, une arme dans ses mains, même une arme pacifique pour abattre le régime, et c'est ça le problème. Et donc on risque d'avoir à un moment donné une crise très grave, et qui pourrait déboucher, on l'espère, sur une solution plus démocratique, mais qui peut aussi déboucher sur un chaos, parce que la République islamique d'Iran, ce n'est pas l'Égypte de Moubarak, ce n'est pas la Tunisie de Ben Ali, ce n'est pas un pays ce n'est pas un régime autoritaire, c'est un régime dictatorial, et avec une armée des gardiens de la révolution qui pourrait agir face à une révolte, comme Bachar al-Assad a agi. Donc on peut avoir soit un scénario à l'égyptienne qui serait, je dirais, un scénario idéal, c'est-à-dire une partie de la direction du pays, une partie de la force armée
qui débranche le régime, mais je n'y crois pas trop. On peut avoir aussi un scénario beaucoup plus cruel, c'est-à-dire un scénario à l'irakienne ou à la syrienne, un scénario du chaos. Et puis il faut espérer peut-être un troisième scénario qui nous surprendra et qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui. Voilà. Une dernière question, Michel Taubman, et vous êtes un observateur avisé de ce qui se passe en Israël également et dans les relations aussi israélo-américaines. Premier résultat de ces élections de mi-terme, la Chambre de représentants passe entre les mains des démocrates avec des élus qui sont, on va dire plus radicalement anti-israéliens que ne l'étaient leurs prédécesseurs, si on peut dire comme ça. Quelles peuvent être, à votre avis, les répercussions immédiates sur le plan des relations entre Israël et les États-Unis après cette nuit électorale et, on va dire, ce semi-échec du président américain, puisqu'il a tout de même conservé le Sénat, ce semi-échec du président américain? Alors, vous parlez de semi-échec. Je vous ai vu il y a quelques minutes sur une excellente chaîne qui nous est chère, oui. C'est-à-dire 24 News. Moi, je parlerais de semi-victoire. C'est la même chose que vous, mais en employant un autre mot, c'est une semi-victoire. C'est-à-dire que quand même, en 2016, Trump a gagné par surprise. Il n'avait pas la majorité du vote populaire, il manquait 3 millions par rapport à Hillary Clinton pour gagner, et il avait gagné contre le Parti républicain. Là, c'est lui il n'a pas gagné par surprise, il a gagné non seulement sur un projet, mais sur une politique qu'il met en œuvre depuis 2 ans, et qu'il met en œuvre sans mettre son drapeau dans sa poche, on ne peut pas dire qu'il soit mesuré dans ses propos. Il a fait gagner le Parti républicain, c'est-à-dire qu'il n'y a plus personne aujourd'hui qui le conteste, même ses adversaires comme Ted Cruz, tous ceux qui ont été élus aujourd'hui, aujourd'hui, lui doivent la victoire. Alors après, il n'y a pas d'écrasement des démocrates. Les démocrates, il y a un équilibre des pouvoirs, mais vous savez, on a connu quand même des présidents à mi-mandat qui connaissaient des défaites cuisantes. Alors on a connu des présidents comme Obama qui connaissaient une défaite à mi-mandat et qui étaient réélus. On a connu aussi des présidents qui ne connaissaient pas de défaite et qui étaient battus. Donc, le résultat d'hier ne nous dit rien sur la prochaine élection. On sait qu'on est en campagne électorale. Et dans cette campagne électorale, vous avez raison sur la question d'Israël. Vous parlez des pro-palestiniens, mais il y a aussi les juifs américains qui votent à 75% démocrates. Et paradoxalement, les principaux soutiens à la politique américaine, à la politique de Trump au Moyen-Orient et notamment en Israël, ils viennent plus des chrétiens évangéliques que des juifs américains. Bien sûr. Alors, je schématise un peu. Mais moi, je pense pas, je ne sais pas. Je pense pas que ça l'amènera à mettre... D'abord, c'est pas qui met de l'eau dans son vin, Trump. Ensuite, c'est pas quelqu'un qui gouverne par rapport à l'opposition. Non, mais je veux dire, est-ce que par exemple, il ne risque pas, par exemple, de dire, eh bien, tout simplement de ressortir sa fameuse équation sur laquelle il a déjà fait beaucoup de cadeaux à Binyamin Netanyahu au cours des 2 premières années. Maintenant, c'est au tour des Palestiniens de faire des cadeaux. Ce sera une manière... peut-être, mais est-ce qu'il le fera ? Mais est-ce qu'il l'aurait fait ? Est-ce que les résultats des élections jouent un rôle là-dedans ? En tout cas, ça lui permet d'apaiser peut-être les démocrates et leur dire une manière pour lui de dire je tiens compte de votre renforcement. Peut-être, mais en même temps, les tensions avec les démocrates, elles sont plus quand même sur des questions intérieures que extérieures. Sur les questions sur la migration, les migrants qui sont aux portes des États-Unis. C'est vrai que le Sénat reste républicain et que c'est le Sénat qui détermine la politique étrangère plus que donc le président et le Sénat. Voilà, les démocrates ne sont pas écrasés, donc tant mieux pour eux, il y a un équilibre, mais c'est quand même le Sénat qui compte dans la politique menée. Et donc, les démocrates ils ont les moyens de lui faire la guérilla, de l'embêter, de demander des comptes sur ses impôts, sur le budget de la Maison-Blanche, etc. Mais ils n'ont pas les moyens d'entraver la politique internationale. Alors, non, ce que vous dites, c'est-à-dire, nous attendons tous avec impatience le fameux plan de paix, le deal du siècle de Trump, mais je ne sais pas si ce résultat des élections va changer quelque chose dans un sens ou dans un autre, car peut-être Trump préserve-t-il une mauvaise surprise aux dirigeants israéliens, mais ça ne sera peut-être pas du tout dû au résultat des élections. Vous voyez ce que je veux dire ? J'en sais rien, en fait. Je ne peux pas faire celui qui sait alors que je ne sais pas. Eh bien, merci beaucoup, Michel Taubman, d'avoir accepté de réagir à ces événements importants que sont les sanctions américaines contre l'Iran et donc ces premiers résultats à chaud des élections du mi-terme. Merci d'avoir été avec nous et bonne journée. Shalom. À bientôt, Daniel. Shalom.
Voilà, sans transition, nous allons passer à la revue de la presse. Eliana Grufinkel nous présentera sa chronique vers la fin de cette heure d'actualité. Mais tout de suite, le jingle et la revue de la presse et des médias israéliens.